Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Ils sont partout dans notre alimentation, nos produits du quotidien ou encore nos cosmétiques. Ce sont les perturbateurs endocriniens suspectés de modifier notre système hormonal. Ils peuvent avoir des effets négatifs sur la croissance, la fertilité et pire, être à l'origine de certains cancers. Perturbateurs endocriniens, comment les éviter? C'est le débat du jour. Et pour y répondre, plusieurs invités autour de cette table. Laetitia Faury et Pierre-Jean Dacruz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux membres du collectif Cantine sans plastique de Louvciennes. André Cicolella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Réseau Environnement Santé. À vos côtés, Corinne Rico, bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Villepreux en charge de l'environnement, du développement durable et de l'espace public. Villepreux qui a notamment signé cet après-midi la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. On en reparlera évidemment dans quelques minutes. Alors, les préoccupations liées aux perturbateurs endocriniens ont réellement émergé au début des années 2000. Sa définition a seulement été adoptée il y a un an par les pays membres de l'Union européenne. André Cicolella, vous êtes également chimiste et toxicologue. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition claire d'un perturbateur endocrinien? C'est assez simple, en fait, comme le nom l'indique. Ce sont des substances chimiques qui perturbent le fonctionnement du système hormonal. Donc, on les appelle perturbateurs endocriniens. Donc, soit parce qu'ils vont interférer sur la formation des hormones, soit sur l'équilibre entre les hormones. Alors, parmi justement les perturbateurs endocriniens les plus présents dans notre vie quotidienne, on va retrouver notamment le bisphénol A, qu'on trouvait notamment dans les biberons, les phtalates utilisés dans les plastiques, les parabènes qui sont des conservateurs dans les cosmétiques, le triclosan ou encore les pesticides. Alors, quels sont les risques pour la santé ? Ce que l'on sait, à partir du moment où on a défini les perturbateurs endocriniens, c'est que l'impact sanitaire est principalement lié à une exposition pendant la grossesse. Et cette exposition a un impact sur la santé de l'enfant, du futur adulte, et on retrouve toutes les grandes maladies chroniques aujourd'hui en augmentation, les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate notamment, les troubles de la reproduction, l'infertilité masculine ou féminine, les troubles du comportement, puisque ça perturbe les hormones thyroïdiennes qui sont impliquées dans la formation du cerveau. Et donc on a des grands troubles du point de vue comme autisme notamment, hyperactivité de l'enfant. Et puis les maladies métaboliques, obésité, diabète, donc par voie de conséquence maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez toutes les grandes maladies aujourd'hui que l'OMS appelle épidémies. Nous sommes face à une épidémie mondiale de maladies chroniques et les perturbateurs endocriniens sont une des causes, pas la seule, mais une des causes majeures, avec cette particularité de générer un impact sur la personne, mais sur ses descendants. Donc ça, c'est l'élément déterminant qui fait qu'il faut s'en préoccuper très rapidement. Alors Laetitia Faury et Pierre-Jean Dacruz, vous faites donc partie du collectif Cantine sans plastique de Louvciennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette association ? Tu veux y aller ? Comme tu veux. Allez, honneur aux dames. D'accord. Alors, le collectif sans plastique de Louvciennes, c'est un groupe d'une vingtaine de parents, des parents des élèves des écoles primaires et maternelles de la ville de Louvciennes. Peut-être que tu veux parler des dates que tu connais un petit peu mieux que moi. Oui, le collectif, alors initialement, c'était quelques représentants de parents d'élèves qui sont retrouvés fin 2017 lorsqu'ils ont su que la municipalité allait mettre en place un nouvel appel d'offres pour la restauration collective. Et donc a commencé à travailler dessus et à proposer d'avoir une approche de partenariat avec la municipalité pour essayer de travailler sur cette restauration collective et sur cet appel d'offres. Donc il y a eu une première réunion publique qui a été à l'initiative de ces quelques parents qui a été créée en février 2018. Et malgré les différents échanges qu'on a pu avoir jusqu'en juin, on n'a pas eu d'avancée par la municipalité, en sachant que nous avons une caractéristique, alors c'est peut-être un peu technique, mais sur Louvciennes, on est sur ce qu'on appelle une liaison chaude aujourd'hui, on a cette chance-là, c'est-à-dire que les repas sont préparés le jour même et diffusés ensuite dans les différentes écoles, et la municipalité souhaite aller vers une liaison froide. Donc, et ça veut dire que les repas peuvent être... Donc des repas préparés à l'extérieur. Exactement, avec une problématique liée aux contenants de ces repas, qui sont bien souvent des contenants en plastique, et donc diffuseurs de perturbateurs endocriniens que vous évoquiez tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer ce collectif, Laetitia Faury ? Mes inquiétudes pour la santé environnementale de mon enfant. Comme le dit Pierre-Jean, la préparation aujourd'hui des repas, elle est faite dans la cantine centrale de Louvciennes et donc le jour même préparée dans des contenants inertes, donc en inox ou en verre. Demain, si cette prestation est externalisée, les repas déjà seront préparés minimum 48 heures à l'avance,
puis baissés en température et stockés dans des contenants en plastique, puis livrés dans des contenants en plastique, et pire encore, réchauffés sur place dans les annexes des cantines de l'école, dans ces mêmes contenants en plastique. Donc, même si on le sait, il y a eu le vote de l'amendement présenté par Lauriane Rossi à l'Assemblée nationale en septembre, qui rentre dans la loi, plus largement la loi Egalim, avec l'interdiction d'utilisation des plastiques dans les cantines à horizon 2025. Il y a un laps de temps à couvrir pendant lesquels les prestataires externes ne vont pas pouvoir forcément s'organiser en remplaçant les contenants en plastique par des contenants en verre ou en inox, et c'est ce qui aujourd'hui inquiète beaucoup les membres du collectif. D'accord. Alors, on reviendra sur votre collectif. Je vais juste donner la parole à Corinne Ricot, puisque la ville de Villepreux a choisi de s'engager contre les perturbateurs endocriniens en signant donc cette charte. C'est une charte de réseau environnement santé. Alors concrètement, cette charte, ça veut dire quoi? Mais concrètement, déjà, à Villepreux, on avait déjà une démarche, je peux dire, vertueuse. Comme disait monsieur, nous, on a une cuisine centrale. Donc déjà, nos employés municipaux travaillaient avec des contenants inox verts, mais on avait quelques livraisons en contenants plastiques. Mais on a décidé totalement, vu qu'on a passé un nouvel appel d'offres, de limiter et de totalement éradiquer ces contenants plastiques. Et c'est une démarche que l'on a depuis très longtemps, parce qu'on a travaillé aussi non seulement sur les cantines, mais aussi sur le zéro phyto, aussi sur la ville, puisqu'on a précédé aussi la promulgation de la loi de 2018. Nous, on est en zéro phyto depuis 2015. Et donc, pour nous, c'est un continu au niveau d'environnement, et c'est aussi non seulement la santé humaine, c'est aussi la santé de l'environnement, et c'est aussi limiter la quantité de déchets que l'on jette dans les poubelles. Il y a aussi une démarche d'achat responsable dans cette charte. Tout à fait, puisqu'on est passé aussi depuis janvier 2019 sur du bio aussi. Donc ce qui est un continu par rapport à la santé des enfants. Et c'est vrai que les perturbateurs endocriniens font partie de tout ce panel que nous voulions mettre en place. André Sicolella, combien de communes en France ont signé cette charte? Si on intègre les communes engagées par leur communauté d'agglomération, c'est à peu près 200 communes. Des grandes communes, Paris, Strasbourg, Toulouse a signé au mois de décembre, Dijon, Limoges, Nanterre a signé aussi au mois de décembre. Donc, une grande partie donc, de la région Île-de-France. Oui, la région Île-de-France qui est la première région. Au mois de novembre. Première région. Donc, un conseil départemental qui est celui du Tarn, qui va bientôt signer. Donc, et ce sont les villes ou les régions qui font cette démarche, qui viennent vers vous? C'est vous qui allez vers... C'est tout ça à la fois. Voilà. Donc c'est un mouvement en un an. Donc on sent bien qu'il y a une volonté de se saisir de cette question, qu'il y a une attente aussi dans la population. C'est ce que vous retraitez. Ce qui nous concerne, Villepreux, on a fait la démarche de contacter justement et de signer cette charte. Oui, Courbevoie, voilà. Courbevoie, bien avant nous. Courbevoie juste avant nous. Va signer au mois de janvier. Donc c'est important parce que ça montre bien que voilà, la prise de conscience se fait, que sur ces questions, sur ces perturbateurs endocriniens, on peut obtenir des résultats. Alors justement, vous parlez de prise de conscience, ça fait quand même des années qu'on connaît les conséquences négatives des perturbateurs endocriniens sur notre santé. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas encore de loi qui les interdise? Alors, il y a des lois. On a obtenu la première loi, c'était l'interdiction des biberons. Voilà, très symbolique quand même. Et la France est on a obtenu, et la France on a étendu l'ensemble de l'Union européenne. La France a joué ce rôle de leader au niveau européen. On a obtenu une interdiction dans les contenants alimentaires, dans les boîtes de conserve. Pour l'instant, la France est le seul pays au monde à avoir fait ça. On ne comprend pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Ça serait limité à la France, puisque c'est une source importante de contamination. Donc, mais ça n'est pas suffisant, parce qu'effectivement, on a de multiples sources. Et donc, il faut... Ce qu'on a fait acter, c'est la stratégie nationale perturbateur endocrinien, avec son principe, réduire l'exposition de la population. C'est pour ça que l'engagement des collectivités locales est important. Un des axes de la charte, c'est formation, sensibilisation de la population. La commande, vous y faites référence, la commande publique. Via la commande publique, on n'est pas obligé d'attendre la réglementation, on transforme. Vous voyez, la ville de Paris a déjà une demande à ses fournisseurs en matière de produits d'entretien, des produits d'entretien sans alkyle, phénol, qui sont la grande famille de perturbateurs endocriniens utilisés dans les produits de nettoyage. C'est tout bénéfice pour la santé des travailleuses du nettoyage,
pour la santé de l'écosystème. Et tout ça se retrouve dans l'eau actuellement. Donc c'est ce cercle vertueux qu'il faut aujourd'hui développer. Et Laetitia Faury et Pierre-Jean Dacruz, est-ce que vous pensez qu'en 2019, les Françaises et les Français sont suffisamment conscients de ces risques ? Moi, je crois que les Français et les Françaises prennent de plus en plus conscience, notamment à travers des différents reportages. Pour la petite anecdote, la loi qui est passée en septembre, elle est passée suite à pas mal de reportages qui ont eu lieu pendant l'été, autour notamment des fameuses tortues avec les plastiques autour, etc. Tout ce fameux continent de plastique, enfin toutes ces images qui reviennent sans cesse. Sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Donc il y a eu aussi, je pense, du coup, un effet collatéral qui nous a aidés pour la loi, c'était la démission de Nicolas Hulot, qui a fait que la loi est passée en septembre, alors qu'elle avait déjà été proposée avant l'été, qu'elle avait été refusée par le gouvernement. Donc ça, c'est aussi important. Toujours au niveau de la loi, et c'est là où on va dans ce sens-là, c'est qu'au niveau de l'Europe, il y a eu une loi qui a été votée pour interdire tous les contenants plastiques à usage unique. Et ça aussi, on va dans le sens... 2020, oui. Voilà, et on va dans le sens de l'histoire. Donc aujourd'hui, maintenir des cantines industrielles telles qu'elles existent, notamment en liaison froide, je pense que ça ne va pas dans le sens de l'histoire. C'est un non-sens écologique et c'est un non-sens au niveau de la santé pour nos enfants et puis pour nous tous. Vous parliez de l'Europe aussi, il y a notamment, on a beaucoup parlé du glyphosate aussi, justement. Ça fait un petit peu polémique, justement, qui peut être... Beaucoup de pesticides, en fait. C'est pas tous les pesticides, mais néanmoins, vous voyez, à peu près un tiers des pesticides sont des perturbateurs des hormones thyroïdiennes. La protection de la formation de notre cerveau, c'est quand même pas un enjeu marginal, je veux dire, c'est majeur. Voilà, bon, en priorité, ce sont ces pesticides qu'il faut éliminer. Il y a des études d'ailleurs, enfin je me permets de rebondir, moi j'ai appris ça lors de la conférence que nous avions organisée sur Lucienne sur les perturbateurs endocriniens, où des chercheurs se sont exprimés, et notamment un des chercheurs avait expliqué qu'il y avait une baisse de QI, et que ça avait été notifié, il y a fait une baisse de QI au niveau des personnes à cause de ces perturbateurs endocriniens. Moi je rajouterais quand même qu'il y a beaucoup de Français qui sont conscients, mais dans la mise en application, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut rentrer un petit peu dans le détail. Par exemple, ce qu'on a appris à la projection conférence que nous avons organisée, dans laquelle nous avons diffusé, je vous invite à le regarder, le film de Stéphane Aurel, La Grande Invasion, sur les perturbateurs endocriniens, que par exemple, l'utilisation des poils anti-adhésives est très nocive pour la santé, puisqu'elle relargue justement des perturbateurs endocriniens. Et donc c'est dans ce genre de petite utilisation quotidienne que les gens ne sont pas encore sensibilisés et pas informés. Voilà. Est-ce que justement, vous, personnellement, vous avez adopté de nouveaux comportements ces dernières années ? Moi, oui, puisque moi, je travaille au sein de la petite enfance, donc déjà très, très tôt, moi, j'ai déjà utilisé des biberons en verre, faire attention, ne pas utiliser de lingettes, par exemple, utiliser du coton, mais ça, c'est dans les pratiques professionnelles. Mais dans la vie quotidienne, c'est vrai qu'on essaie de regarder les contenants aussi des produits cosmétiques, etc. Maintenant, on voit sans parabènes, sans... Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est presque un argument marketing, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut que les grosses sociétés s'investissent là-dedans parce que c'est bon aussi pour eux, pour leur image. Et c'est bon pour la santé, bien sûr. Laetitia Faury, vous avez changé vos habitudes, peut-être en cosmétique, parce que c'est vrai qu'il y a énormément également de perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans les cosmétiques. Mais j'ai commencé par l'alimentation. Déjà, j'ai jeté tous mes vieux, ou mes anciens, ou mes nouveaux Tupperware en plastique. Désolée pour la marque. Officiellement, ils n'utilisent plus de polycarbonate. Oui, mais du coup, je suis passée au contenant inerte à 100%. Et puis, effectivement, les cosmétiques avec des jeunes enfants, on regarde. Oui, moi, je n'utilise plus que des huiles végétales qui sont sans risque. Voilà. André Sicolal, vous, ça fait un moment, vous avez lancé, on va dire, vous êtes un lanceur d'alerte. L'opération, l'alerte sur les biberons, c'était il y a 10 ans, oui. Donc j'imagine que vous aussi, vous avez changé vos habitudes. Oui, mais alors, tout ça se fait progressivement aussi. Et puis la prise de conscience, c'est lié aussi au progrès des connaissances scientifiques. Aujourd'hui, on est loin d'avoir évalué toutes les substances. Il y en a 143 000 qui ont été mises sur le marché. On sait qu'on en a à peu près 1 millier identifiés, mais il y en a plusieurs milliers d'autres, en fait. Donc mais en même temps, le problème est immense, mais en même temps, il faut commencer par là où on peut agir. Et c'est en éliminant ces grands groupes, notamment bisphénol, phtalate, notamment perfluorés, puisque c'est ceux qui sont présents effectivement dans les antiadhésifs, on a déjà des gains de santé considérables. Alors, on entend parler beaucoup de bio. Est-ce que le bio, finalement, ce serait une des solutions
face à ces une partie de la perturbateurs. solution, puisque par principe, les pesticides de synthèse sont prohibés. Ceci étant, vous mettez du bio dans une boîte de conserve avec du bisphénol, c'est pas une bonne idée, quoi. Hein. Donc voilà, il faut effectivement être cohérent à ce niveau-là. Il faut voir le contenant. Le contenant, c'est une source importante, mais il faut agir le plus en amont possible, en fait. Alors évidemment, il y a des choix individuels, mais on ne peut pas laisser le choix entre un produit toxique et un produit non toxique. Il faut effectivement que les produits soient non toxiques par principe. Alors, est-ce qu'un jour, il sera possible de supprimer entièrement les perturbateurs endocriniens de notre quotidien? Oui, mais pas dans l'immédiat. Hein, mais déjà la dizaine de grands groupes, déjà éliminer ce qu'on connaît on aura bien, déjà bien travaillé. Ouais, Voilà. Et c'est tout à fait possible, et sans que ce soit forcément un bouleversement d'ailleurs. Regardez les biberons, à partir du moment où la décision a été prise, dans les 3 semaines, ça avait été appliqué. Les boîtes de conserve, c'est pareil. Alors, curieusement, la France est le seul pays, mais on fait des boîtes de conserve actuellement uniquement, sans bisphénol, uniquement pour la France. C'est totalement absurde. Donc, je peux rappeler quand même que sur les biberons, il n'y a plus de bisphénol A dans les biberons, mais il y a quand même des composants qui sont toxiques dans les biberons en plastique. On sait pas. La solution, c'est le biberon en verre. Exactement, oui. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que sur le bisphénol, il y a le bisphénol A, donc, qui est effectivement très connu, mais il y a d'autres bisphénols qui ont remplacé le bisphénol A, et sur lesquels on n'a pas de recul non plus, qui sont de mémoire. Maintenant, le F et puis le le S. F et le S sont classés de la même façon. Donc, ça a été le cas avec les papiers thermiques, qui étaient. Voilà, il y a eu cette tentative de remplacer BPA par BPF, c'était absurde, mais voilà, non, il y a toujours. L'enjeu, c'est effectivement de refonder, réinventer l'activité de l'industrie chimique en intégrant cette dimension sanitaire qu'elle avait tendance à ne pas prendre en compte, ce qui est un peu absurde. Mais voilà, c'est ça le grand enjeu. Donc le prochain congrès mondial de la chimie, en juillet prochain, va traiter de ces questions chimie-société. Je vais intervenir dans ce congrès. Vous voyez, donc les choses sont aussi en train de bouger à ce niveau-là. Corinne Ricot, donc Villepreux qui a signé aujourd'hui cette charte, est-ce qu'il va y avoir aussi une suite? Est-ce que vous allez adopter d'autres comportements peut-être au sein de la mairie? Je pense qu'on est déjà bien vertueux. Hein. D'autres comportements, oui. De toute façon, on va travailler aussi avec les sociétés de ménage pour voir quels sont les produits qu'ils utilisent aussi, parce qu'on a des sociétés extérieures qui viennent travailler, qui viennent nettoyer nos écoles, etc. On a déjà travaillé avec la halte garderie qui dépend de notre commune. On travaille régulièrement avec eux et de toute façon, ce sont des personnes qui se tiennent au courant de ce qui se passe et qui sont très conscientes des problèmes qu'il peut y avoir au sein de la petite enfance et au niveau des écoles aussi. Alors, cette émission touche bientôt à sa fin. On va faire juste un tour de table pour conclure sur ce débat. André Cicolella, je vous laisse la parole. Écoutez, moi, ce que je constate, c'est effectivement qu'il y a un mouvement citoyen qui se développe. Et ça, c'est important, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que le grand enjeu, c'est effectivement faire reculer toutes ces grandes maladies chroniques. Vous voyez, un chiffre qui me revient à l'esprit, le cancer aujourd'hui, c'est une personne sur 2. Vous vous rendez compte ? On est arrivé à cette situation et on considère quasiment ça comme normal. C'est tout à fait anormal. L'asthme de l'enfant, première pathologie chez l'enfant de 5 à 10 ans. Le lien avec les perturbateurs endocriniens est avéré. On peut faire reculer l'infertilité. Aujourd'hui, un couple sur 4, un couple sur 5, c'est à peu près ça l'estimation. Baisse de la qualité du sperme, on a perdu les 2/3 de la qualité du sperme en 50 ans. Vous voyez, tous les indicateurs clignotent, donc il est temps d'agir. C'est à la fois pour notre santé, mais la santé aussi des générations futures. C'est ça notre responsabilité et le mouvement qui se dessine et montre qu'enfin la prise de conscience se fait. Laetitia Faury, pour conclure. Oui, merci. D'ailleurs, on le voit, malgré le cadre réglementaire qui se met en place, européen, national, les lois qui sont votées, il y a encore un gros travail de sensibilisation à mener. On le voit aujourd'hui, nous, dans notre commune, puisque on attend la décision de la mairie pour ne pas transformer la préparation des repas aujourd'hui et pouvoir garder une préparation des repas saine et sans danger pour la santé environnementale de nos enfants. Et d'ailleurs, nous avons lancé une pétition à ce sujet, si chacun veut y contribuer, sur mesopinions.com. Voilà, il faut taper cantine saine dans la barre de recherche. On vous retrouve aussi sur un site internet, une page Facebook. Sur la page Facebook Cantine saine de Lucène. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 débat. Merci d'avoir été présents tous les 4. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro. À très bientôt.